Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Il est d'usage au Québec pour un jeune intellectuel de faire son entrée dans l'espace public avec un ouvrage sur la condition québécoise, sur notre destin national. Et c'est cette tradition qu'honore à sa manière Alexandre Poulain dans son premier livre, Un désir d'achèvement, qui vient de paraître aux éditions Boréal. Il nous propose ce qu'on pourrait appeler une histoire récente de l'identité québécoise et une méditation sur ce que Lionel Groulx appelait en d'autres temps notre avenir politique. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Alexandre Poulain, bonjour. Bonjour, Mathieu Bock-Côté, merci de nous recevoir. Alors, une question première, le livre Un désir d'achèvement, la formule est peut-être un clin d'œil à la formule utilisée par Jacques Beauchemin dans l'Histoire en trop. Vous nous proposez dans ce livre une histoire, pourrait-on dire, générationnelle en quelque sorte, ou du point de vue de votre génération, de l'identité québécoise ou plus encore de la condition politique québécoise. Et surtout, vous commencez en référant à votre génération, à quel moment vous entrez dans l'histoire du Québec. Et donc, c'est la première question que je vous poserai. Quel âge avez-vous d'abord et avant tout? Et à quel moment entrez-vous dans la conscience historique québécoise? À quoi ressemble le peuple québécois tel que vous le représentez, tel que vous représentez ses défis lorsque vous accédez à la conscience politique? Tout d'abord, j'ai 26 ans. Donc, je suis né en 1993, 2 ans avant le référendum de 95. Et dans mon prologue, je propose, si l'on veut, une histoire personnelle de ma génération, écrite au je plutôt qu'au nous, parce qu'évidemment, il y aurait plusieurs positions possibles, et je ne crois pas que ma position, finalement, soit celle de tous mes concitoyens de ma génération. Mais donc, je voulais mettre l'accent sur le fait que j'ai atteint 18 ans en 2012 et durant mon enfance, j'ai grandi finalement dans l'ignorance du Québec, de son histoire, de ses traditions. J'ai entendu davantage dans mon enfance parler des États-Unis que du Québec. Quand j'étais plus jeune, je me rendais aux fêtes de la Nouvelle-France avec mes parents et c'est ce qui m'a donné le goût finalement du Québec, de la France qui, pourrait-on dire, est l'extension qui nous précède. Donc, je suis venu à la politique en 2012 avec la grève, autour de ce qu'on a appelé le printemps érable. J'étais en Beauce, dans un cégep qui était carré vert, donc je ne participais pas directement à cette aventure que les jeunes de mon âge avaient embrassée. Et au-delà du conflit, au-delà des frais de scolarité, c'est ce qui me choquait, de ne pas participer directement à un projet qui concernait l'ensemble des jeunes Québécois, l'ensemble de la société québécoise. Mais donc oui, en 2012, et si on fait un bilan de ce mouvement, ce qu'on peut retenir au-delà de la victoire ou de la demi-victoire, c'est que on a appris, en tout cas j'ai appris que la déception dans une communauté politique est incontournable, qu'on doit faire des compromis, et le seul mérite peut-être de ce mouvement est d'avoir débarqué Jean Charest du pouvoir, qui représentait le rapetissement politique du Québec. Un autre mérite aussi sera été de finalement prendre conscience de notre place dans la feuille de route collective. Alors, pour la jeune génération, en fait, la formule est un peu trop large, mais on peut dire que depuis 1960, on a toujours misé d'une certaine manière sur la jeune génération pour prendre le relais de la question nationale. Peut-être un peu moins dans les années 80, mais on avait cette idée que la jeunesse était souverainiste. C'était même l'optimisme démographique de Bernard Landry qui consistait à croire que le renouvellement des générations favorisait l'option souverainiste. Quand on a une position comme la vôtre, et on comprend à la lecture de votre livre, vous ne le cachez pas que vous êtes indépendantiste, comment la question nationale ou la question de l'indépendance, comment la rencontre-t-on, surtout quand le premier grand moment de conscience collective est plus social que national? Comment devient-on souverainiste dans un Québec qui a perdu la bataille de l'indépendance? À votre question, je ne peux qu'offrir une réponse personnelle, parce que finalement, moi, j'ai grandi dans une région qui n'était pas du tout indépendantiste, la Beauce,
Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on le sait, quand on grandit, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a beaucoup plus de chances de naître dans une famille de péquistes indépendantistes. D'abord, c'est une expérience personnelle. J'ai habité quelques mois, environ 6 mois en Acadie, à Moncton, et c'est la première fois de ma vie, parce que j'avais pas vraiment fréquenté Montréal à cet âge-là, c'était la première fois de ma vie que je prenais conscience du fait que le français était réellement menacé au Canada, en voie d'extinction en Acadie, marginalisé, folklorisé, où en se promenant au centre-ville de Moncton, finalement, on conversait en anglais avec des francophones qui parlaient l'anglais avec un accent parfait. Et donc après, je suis allé à Montréal et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, la ville, elle aussi, était assiégée sur le plan linguistique et c'est vraiment, on pourrait dire, la division de l'âme québécoise telle qu'elle se manifeste à Montréal de multiples façons. C'est de cette façon-là, finalement, par la question identitaire que je vivais au jour le jour en me promenant dans la ville, que je suis devenu indépendantiste. Donc, au-delà de grandes incantations sur le grand soir de l'indépendance, c'est vraiment une quête identitaire personnelle d'abord, ensuite collective, qui m'a amené à réfléchir à ce qu'on appelle depuis Marcel Rioux la question du Québec. Alors, vous devenez indépendantiste, mais quand on devient indépendantiste en 1960, on croit qu'on a l'avenir devant soi. Quand on devient indépendantiste en 1990, on est persuadé qu'on est à quelques années de la victoire. Quand on devient indépendantiste en 96 ou 97, 98 peut-être, on se dit qu'on peut encore en gagner un troisième bientôt. Quand on le devient au moment historique qui est le vôtre, est-ce qu'on a l'impression d'embrasser une cause vaincue? Avez-vous l'impression, d'une certaine manière, lorsque vous embrassez non seulement au-delà de même l'indépendance, la question du Québec, la question de l'identité, avez-vous l'impression d'embrasser une cause vaincue ou d'embrasser une cause qui peut renaître néanmoins? C'est certain que je ne vous cacherai pas mon pessimisme. Je crois que ça se reflète dans mon livre, particulièrement à la fin. On chantait, les jeunes Québécois chantaient dans les années 1970 avec Stéphane Venn, Demain nous appartient. Eh bien, aujourd'hui, je crains que seul hier nous appartienne. C'est dans cette optique-là que j'ai pris la plume. C'était la croyance aussi de Jean-François Lisée qui, à un certain moment, croyait que l'adhésion au vocable québécois allait faire en sorte que les jeunes Québécois allaient devenir de plus en plus souverainistes. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Si j'avais écrit ce livre dans les années 80, on ne se serait pas étonné de mon âge. Et dans l'article que Louis Corneli a consacré à mon livre samedi passé, il écrit que ce jeune essayiste soit devenu souverainiste relève du miracle. Donc oui, c'est un projet bloqué, bouché. À certains égards, pour plusieurs, c'est un projet du passé. Mais si l'histoire du Québec peut nous enseigner une chose, pour reprendre les mots d'Hubert Aquin, c'est que notre existence est faite de sursauts et d'affaissements. On en a plusieurs exemples dans notre histoire. Donc oui, je suis pessimiste, mais là, c'est le militant qui parle en moi. Je refuse d'abdiquer, mais plutôt que d'être militant dans des partis politiques, j'ai choisi d'analyser l'identité québécoise telle que je la comprenais pour montrer un certain nombre d'empêchements. Alors, vous parlez d'empêchements, on pourrait aussi parler, vous vous intéressez à certaines constantes de l'identité québécoise. J'en donne quelques exemples et nous y reviendrons. Vous vous intéressez, par exemple, à la question de la fragilité culturelle, donc ce sentiment de précarité identitaire, mais aussi, inversement, à la folie des grandeurs au Québec, qu'on est plusieurs à appeler, je crois que vous utilisez la formule aussi, le messianisme compensatoire, c'est-à-dire, à défaut d'être capable d'avoir l'indépendance, on va avoir, dans les années 1850, en fait, après l'échec des Patriotes, on s'est dit, on allait convertir l'Amérique, après 95, on s'est dit on allait être le pays et laboratoire exemplaire sur le plan de la lutte pour l'environnement, la première république verte au monde. Donc, comment pensez-vous cette tension dans la société québécoise aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore traversé aujourd'hui à la fois par ce sentiment de précarité collective qui est peut-être incarné par la CAQ et de l'autre côté par cette folie des grandeurs qui nous dit à défaut d'être indépendant, on sera presque une nation immaculée, une nation qui va porter la rédemption du genre humain, la nation la plus exemplaire de l'histoire du genre humain. En effet, on pourrait dire que chaque échec dans notre histoire produit des effets néfastes sur l'identité collective.
l'identité québécoise, pourrait-on dire, ne coïncide pas avec elle-même. Chaque échec politique, à mon avis, produit une déformation du rapport à soi. Donc, à la suite de la révolution avortée des Patriotes et de la proclamation de l'acte d'union, un grand projet politique qui a échoué, mais malgré tout, le clergé catholique s'est cru autorisé à croire en la vocation de la race française en Amérique. Monseigneur Laflèche, dans les années 1860, compare Jacques Cartier au patriarche Abraham et il nous assigne la mission d'évangéliser le continent américain anglo-protestant, matérialiste, axé sur le culte du veau d'or. Le problème, c'est qu'à l'époque, on est environ 1 million. On vient de subir un cuisant échec. C'est une pensée qui est pure et qui a peu de prise avec les données concrètes de la réalité politique et économique. La guerre de sécession vient de se terminer. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Au même moment, au Canada uni, il y a eu plusieurs successions de gouvernements. Donc, on peut se demander vraiment si les Québécois avaient vraiment, les Canadiens français d'alors plutôt, avaient vraiment les moyens d'évangéliser le continent nord-américain. De la même manière, aujourd'hui, ce messianisme compensatoire, ce que Michel Brunet a appelé un processus de compensation, eh bien, aujourd'hui, se manifeste par ce qu'on pourrait appeler la mission écologique. Sylvain Gaudreault, candidat à la direction du Parti québécois, veut que le Québec devienne le premier pays vert à entrer à l'ONU. On a eu, ça s'est manifesté de plusieurs façons. Et pas seulement sur le plan des changements climatiques, mais aussi sur le plan culturel, comme si le Québec, finalement, était une république athénienne, un endroit, parfois, on entend, où il y aurait tellement d'artistes. Et donc, le Québec se croit en avance sur le reste de l'Occident. Ça me fait penser à Xavier Dolan, il y a plusieurs années, qui est arrivé en France, sur le plateau d'Europe 1, qui avait dit « c'est la France qui est en retard ». Et donc, et voilà, le Québec s'est rapetissé politiquement de beaucoup depuis 1995. Et pendant ce temps-là, il y a eu plusieurs artistes qui, pourrait-on dire, ont agrandi notre sphère imaginaire. Là, c'est le discours autour du Cirque du Soleil de Robert Lepage, de Cœur de pirate, Céline Dion, etc. Donc, le Québec, qui est une petite nation périphérique, si on en croit Xavier Dolan, dépasse la mère patrie française qu'on a appelée autrefois, justement, la grande nation. Et vous avez parlé de fragilité collective. Le problème, à mon avis, c'est que les Québécois sont très peu conscients de cette fragilité. Ils se croient forts, une société moderne, hyper moderne même. J'aimerais qu'on renoue avec cette fragilité. Référer très justement au fait que chaque défaite engendre un effet compensatoire, un messianisme compensatoire propre. Est-ce qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui, justement, il y a une conscience renouvelée de cette fragilité à travers la CAQ, qui est peut-être, sur le plan politique, l'équivalent de ce qu'ont été les réformistes après l'échec des Patriotes, c'est-à-dire, OK, l'indépendance n'est plus possible, mais on va essayer d'assurer la survie de la nation finalement, d'assurer son maintien, d'assurer sa pérennité. La grande victoire n'est pas à l'horizon, mais pour peu qu'on conserve les fondements de la nationalité, peut-être que l'histoire s'ouvrira de nouveau ensuite, sans pour autant se perdre dans la folie des grandeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet autre pôle dans notre vie politique? Oui, il y a cet autre pôle. Après 1995, on pourrait dire que, en fait, jusque-là, il y avait une équivalence sémantique et mémorielle entre Canadiens, Français et Québécois. Bien sûr, il n'y avait pas d'unanimité autour de ça. Ça a toujours fait débat, notamment dans la communauté anglophone, mais au moins, il n'y avait pas vraiment de suspicion. Disons à tout le moins que le récit mémoriel canadien-français occupait un certain espace dans le récit collectif, même si plusieurs ont été tentés en 1960 d'adhérer au mythe de la page blanche. Donc, entre 1995 et 2003, s'ouvre une phase de redéfinition de la nation, une phase d'auto-interprétation, qui a donné cours à des débats abstraits, théoriques, même sibyllins, où finalement on a théorisé la nation de façon telle qu'elle ne correspond plus à ce qu'elle avait toujours été.
c'est-à-dire une nation comprise comme la communauté d'un héritage historique, une nation au sens sociologique du terme, une nation culturelle. Donc, il fallait être nationaliste civique, c'était le mot d'ordre. Mais comment faire du Québec une nation politique? Justement, après le grand projet politique de 95, c'est comme si, lors de cette période, plusieurs universitaires, je le précise, hein, c'est principalement des universitaires qui ont pris la plume pour redessiner les contours de la nation, eh bien, ils ont décidé qu'on allait faire du Québec une nation politique par les mots, par la magie du vocabulaire, pour reprendre les mots de Fernand Dumont. Et donc, s'ouvre en 2003 une autre phase, une phase de ce que j'appelle la reprovincialisation du Québec, qui est une satisfaction béate du présent, une régression dans l'inconscient collectif. Donc, au lendemain de 1995, c'est dans un contexte particulier aussi, avec des nationalismes ethniques en Europe, on pouvait très difficilement affirmer les contenus mémoriels, identitaires du Québec. Ça a été le cas pendant les années Charest et Couillard. Ça s'est radicalisé sous la gouverne de Philippe Couillard. On peut dire que les Québécois étaient en l'absence d'eux-mêmes. Hein. Et même le mouvement souverainiste, et vous-même vous avez écrit là-dessus, ne faisait que dans le nationalisme civique. C'est comme si finalement, avec la CAQ, les Québécois renouaient avec une part d'eux-mêmes qui avait été réfrénée au lendemain de 95. C'est l'épaisseur historique. Et donc, on verra du haut de l'histoire ce qu'aura signifié le passage de la CAQ au pouvoir. Ça fait seulement 2 ans. Ma prédiction, c'est que ce sera un rattrapage sans horizon. C'est un concept que je développe dans le livre. Vous parlez de rattrapage sans horizon. Vous nous dites au tout début de votre ouvrage que vous êtes de la dernière génération qui peut se poser la question de l'avenir politique du Québec. Donc, autrement dit, votre génération a une responsabilité immense qui est celle, est-ce qu'on poursuit ce projet national, cette existence nationale, ou est-ce qu'on soit capitule, on abandonne, on passe à autre chose, on décide de se dissoudre, qu'importe. Donc, vous dites de la dernière génération. Voyant la situation, et c'est pas sans lien avec ce que vous dites, un rattrapage sans horizon, qu'est-ce qui explique ce pessimisme peut-être, ce pessimisme extrême de votre propos quand vous dites rattrapage sans horizon? Est-ce que c'est à cause de la mutation démographique du Québec contemporain où la majorité historique francophone est en voie de régression démographique? Ou est-ce que cette raison n'est qu'une parmi d'autres qui explique votre sentiment que nous sommes à la veille probablement de l'effacement historique, ou à tout le moins de l'effacement de notre conscience nationale et de notre désir d'achèvement? Très bonne question. Quand j'écris dans mon prologue que ma génération est la dernière à se poser la question du Québec, la dernière finalement à pouvoir répondre à la question que Fernand Dumont avait posée dans les années 90, qui est la suivante. Une nation comme la nôtre vaut-elle la peine d'être continuée? Ben, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas répondu. C'est sûr que ça, c'est difficile à démontrer. Hein. C'est plus un pari qu'autre chose. C'est un message que j'envoie aux jeunes de mon âge, à l'ensemble du Québec aussi, que c'est très bien la lutte contre les changements climatiques. J'en suis les inégalités sociales, tous les enjeux qui occupent l'espace politique. Mais la question première, c'est celle de la pérennité de notre culture francophone en Amérique. Si on disparaît, tout le reste disparaît aussi. Donc, ça relève plus du pari qu'autre chose. Je suis pessimiste. C'est certain qu'un autre échec serait fatal pour le Québec. La stratégie de la CAQ, justement, c'est la stratégie de l'évitement de l'échec. Et peut-être que cette stratégie-là, finalement, relève elle aussi de l'échec, puisqu'elle ne consiste qu'à éviter l'échec. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes peut-être pas un peu trop sévère? Je m'explique. La CAQ ne nous conduit pas à l'indépendance, certes, mais avec la laïcité, par exemple, elle a fait la première victoire collective sur le plan du régime ou à tout le moins des institutions au Québec depuis 95. On peut penser au fait qu'elle correspond aussi, à travers elle, vous l'avez dit, la majorité francophone renoue avec une part d'elle-même qui était refoulée. Est-ce qu'on peut pas croire que cette espèce de reconstitution de la conscience nationale
risque ensuite d'enclencher, surtout si la question de la laïcité pose la question du régime canadien, cette identité-là ne se développe pas en vase clos, elle se développe dans un système politique qui la nie, le régime fédéral, le multiculturalisme canadien. Est-ce qu'on ne peut pas croire que de nouvelles tensions du régime pourraient réactiver ce désir d'achèvement, pour reprendre votre formule? Est-ce que ça ne pourrait pas réactiver une aspiration à la pleine existence politique? Ben, c'est une option parmi tant d'autres et je suis pas convaincu que ça va arriver nécessairement. Évidemment, idéalement, ce qu'il faudrait, là c'est projectif, il faudrait absolument que le repli actuel, qui est un repli culturel, soit épisodique et que soit activé après ce qu'on pourrait appeler un dépassement émancipateur. Mais de ça, j'en suis pas du tout certain parce qu'il y a une certaine répétition qui est à l'œuvre dans notre histoire. Une répétition, certes, mais est-ce que la véritable variable, je sais pas si c'est le bon terme, est-ce que le véritable élément qui aujourd'hui peut pousser un nationaliste à se dire c'est perdu, c'est que les francophones historiques peuvent toujours se rallier à la souveraineté à 61%, comme on l'a vu en 95. Pour reprendre la formule de Lise Bissonnette, il y a une minorité de blocage qui dispose d'un droit de veto de ce point de vue. Je lis votre pessimisme. C'est une réflexion qui habite la conscience historique québécoise, mais la donnée, me semble-t-il, parce que des périodes de traumatisme, on en a vécu, mais la donnée qui me semble radicaliser ce possible pessimisme, c'est le fait, pour reprendre votre bon cœur, que nous sommes de moins en moins pesants dans la définition du Québec, nous avons de moins en moins d'emprise sur notre avenir politique à cause de la mutation démographique du Québec. Ah, ça c'est certain. Et puis, il y a plusieurs études et un ouvrage récent, Disparaître de Jacques Coul, qui en ont fait état. C'est vrai que la question démographique, on la retrouve pas dans mon ouvrage, donc on peut se poser pourquoi finalement je suis si pessimiste. Mais ce pessimisme-là, finalement, il est peut-être plus personnel que théorique. Et c'est pourquoi, à la fin, je m'avoue un petit peu peut-être vaincu dans ce cercle interprétatif un peu mélancolique. De la même façon qu'Hubert Aquin, en 1962, disait de lui-même « Je suis moi-même cet homme typique, errant, exorbité, fatigué de mon identité atavique et condamné à elle. » Ben, c'est un peu mon sentiment. Mais ce que je constate, c'est que, bon, le retour au pouvoir d'un parti nationaliste, c'est très bien, mais contrairement au nationalisme d'autrefois, c'est un nationalisme d'aménagement. On fait la promotion de la culture, mais on ne veut pas nécessairement s'emparer des moyens politiques qui sont nécessaires à l'épanouissement de cette même culture. Ben, ce qu'il nous faudrait au Québec, c'est vraiment un renouer avec un nationalisme de rupture. Ni plus ni moins. Ben alors, c'est que je vous amène juste un peu à l'extérieur du politique, néanmoins, un instant, parce que c'est une question importante que vous abordez dans votre livre, qui est peut-être pas le noyau de l'ouvrage, mais qui me semble d'une importance capitale. Vous vous intéressez aussi à d'autres figures qui ont des figures qui ont rapport initiatique à la condition québécoise, ou à tout le moins qui ont fait des œuvres qui méditaient un peu comme vous le proposez sur la condition collective. Vous parlez de deux d'entre elles, une plus ancienne, une plus récente, et j'aimerais voir quel dialogue mental vous nouez avec eux. Ernest Gagnon, d'abord, et Carl Bergeron ensuite. D'abord, Ernest Gagnon, d'abord et avant tout, vous tournez vers ce personnage oublié de notre histoire intellectuelle. Pourquoi le faites-vous remonter à la surface et que représente-t-il pour vous dans votre propre quête intellectuelle? Ben oui, vous l'avez dit, Ernest Gagnon, c'est un auteur qui est oublié, un auteur prêtre, et j'en suis venu à étudier Ernest Gagnon pour, on pourrait dire, une raison anecdotique. J'en avais entendu parler, je me promenais à Québec, en Haute-Ville, et je me suis rendu compte qu'il y avait une avenue Ernest Gagnon. Je me suis dit, ben, c'est très bien, mais je vais me renseigner. Et je me suis rendu compte, finalement, qu'il ne s'agissait pas d'Ernest Gagnon, l'auteur de l'ouvrage L'Homme d'ici, publié en 1952, mais qu'il s'agissait plutôt de son homonyme, qui était écrivain organiste, principalement connu pour ses chansons populaires du Canada. Mais donc, L'Homme d'ici, c'est une œuvre assez complexe, religieuse, mais dont les premières pages contiennent un portrait de l'identité canadienne-française. On présente l'homme canadien-français comme quelqu'un d'immobile, passif, qui se laisse porter sur la route, qui dirige pas vraiment son action. Le Canadien français serait né d'une première naissance, mais pas de la seconde. Les Canadiens français, pour lui, cultivaient
le goût pour la soumission dans une société conformiste. C'était de faux adultes. Et même pour lui, c'était des êtres d'emprunt. Et si vous permettez, je vais le citer parce que c'est assez, on pourrait dire, frontal. Rien n'est à nous, ni nos idées, ni nos décisions, ni nos ardeurs, ni notre foi même, rien de personnel. Tout vient d'ailleurs et flotte en surface. Soumis au premier venu, débonnaires par répugnance, nous formons, sous certains angles, un groupement d'excellents seconds, ternes et obséquieux. En fait, Ernest Gagnon dit de l'identité canadienne-française qu'elle n'a pas encore atteint le stade de la majorité. Il parle aussi de l'attitude canadienne-française par rapport au succès, en disant qu'une personnalité qui commence à s'affirmer ici présente un seul danger parce que la personne qui est en face de celle qui a du succès se demande « Mais moi, est-ce que je réussis? » Donc, c'est ça, c'est une analyse de l'identité canadienne-française qui la peint pas de la meilleure des manières. Et c'était en 1952, donc avant la Révolution tranquille, qui, dans la conscience collective, nous a fait passer d'un sujet de culture à un sujet politique, pour reprendre les mots du sociologue Jacques Beauchemin. Et le lien qu'il y a à faire avec Carl Bergeron, c'est que Carl Bergeron a publié un livre il y a plusieurs années, Voir le monde avec un chapeau, dans lequel les constats, ma foi, sont assez similaires à ceux que Gagnon a fait dans les années 50. Donc, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que la Révolution tranquille a vraiment libéré l'homme québécois, l'homme canadien-français? Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, la société québécoise revendique sa modernité de manière incantatoire, mais sous cette prétention, est-ce qu'on peut se demander qu'est-ce qui se cache, finalement, la peur de ne pas être tout à fait moderne? Alors, vous évoquez, quand vous citez Bergeron, vous citez un passage qui est essentiel dans son livre et auquel vous accordez une certaine importance, c'est la notion d'épreuve. Où Bergeron nous dit que fondamentalement, nous sommes dans une culture diminuée et qu'il faut traverser l'épreuve pour accéder ici à on pourrait dire, une conscience... une pleine conscience culturelle, peut-être même aussi une conscience politique, s'arracher à la domination intériorisée et renaître à soi-même sous une forme de souveraineté personnelle, disons ça ici. Est-ce que vous vous appropriez vous-même cette notion d'épreuve ou c'est un élément de l'histoire intellectuelle que vous proposez? Je me l'approprie entièrement. Quand j'ai lu cette définition, quand j'ai lu cet ouvrage, en fait, ça a été très, très important dans ma propre quête identitaire, dans ma propre réflexion politique, parce que Ernest Gagnon dit que les Canadiens français sont nés d'une première naissance, mais qu'ils ne sont pas nés d'une seconde naissance. Et Carl Bergeron, avec l'épreuve, finalement, nous dit que lui, finalement, est né d'une seconde naissance quand il était étudiant dans un petit appartement du Vieux-Québec et il se pratiquait à, finalement, mieux prononcer le français. C'est comme si la souveraineté politique, c'est une chose, mais d'un autre côté, il y a ce que Bergeron appelle la liberté souveraine de l'être. Et donc, on peut se demander, en 2020, toutes les études ont été faites au sujet de la rentabilité présumée d'un Québec souverain. On sait que le Québec serait fort probablement reconnu sur le plan international, notamment par la France. Les États-Unis seraient neutres, etc. Donc, on a tout pour faire la souveraineté, mais ce qui manque finalement, c'est cette fameuse liberté souveraine de l'être que Carl Bergeron évoque. Et celle-ci, finalement, dépend de chacun de nous. Et c'est pourquoi, finalement, le désir d'achèvement n'est peut-être pas nécessairement une volonté d'achèvement. Alors, nous nous rapprochons de la fin de l'émission. J'aimerais vous ramener à la dimension politique et faire de vous ce que vous n'êtes manifestement pas, c'est-à-dire un optimiste relatif. Alors vous portez des convictions à la manière, je ne dirais pas d'un désespéré, mais vous me faites penser à Denis Tillinac, qui écrit dans Les Masques de l'éphémère, j'ai l'impression d'arriver après la bataille des miens et qu'elle était perdue. C'est-à-dire, j'arrive après l'histoire et je suis solidaire de ce camp, mais ce camp est vaincu, je suis un héritier de la défaite. Bon.
à moins de consentir à l'anéantissement existentiel, il y a quelque chose d'intenable dans cette position. Et pour peu qu'elle ne soit pas qu'une posture, et ce n'est pas votre cas, donc il y a quelque chose d'intenable dans cette position. Donc, imaginons que pour vous, l'histoire ne soit pas, l'horizon ne soit pas complètement bouché, mais qu'il y ait une brèche, une faille, la possibilité d'une éclaircie. Où pourriez-vous trouver matière à espérance lorsque vous regardez devant vous et que vous vous dites que finalement, c'est pas une bonne idée de se suicider à 27 ans ou de se suicider collectivement en 2020 ou en 2022? Non, je n'entends pas me suicider. Rassurez-vous, même si j'ai pour modèle, entre autres, Hubert Aquin, j'espère beaucoup, mais c'est que il y a tellement un discours positif par rapport au Québec, comme si finalement le Québec était arrivé au stade proprement politique de son histoire, ce qui n'est pas le cas. Donc, à mon avis, c'est le cas de plusieurs nationalistes, de plusieurs Québécois de manière générale, croire que le projet du Québec est achevé, que tout va bien, ben, ça dispense d'avoir assumé les responsabilités qui sont nécessaires à son achèvement. Donc, en repérant des empêchements qui sont inscrits dans notre identité, en repérant des tendances aussi, tendances parfois inquiétantes, hein? L'oscillation entre l'autodévalorisation et la surévaluation, certaines répétitions qui est à l'œuvre, ben je crois que c'est de cette façon-là qu'on est capable d'aller chercher finalement le carburant nécessaire pour transformer le désir d'achèvement en une volonté d'achèvement. Donc non, j'espère beaucoup, mais je ne suis pas un militant, je ne suis pas un homme politique, en tout cas, c'est pas dans mes plans pour le moment. Donc c'est un peu pessimiste, mais vous remarquez quand même que le corps du livre est plutôt analytique. J'ai simplement voulu faire, on pourrait dire, une radiographie de l'identité québécoise d'aujourd'hui en faisant des bonds en arrière. Et c'est ce que j'écris à la toute fin de mon épilogue. Finalement, je dis que pour répondre à la question que Fernand Dumont avait posée, une nation comme la nôtre vaut-elle la peine d'être continuée? Ben, il faut prendre en charge l'héritage canadien-français, un héritage qui est constitué de défaites, de victoires. Il faut vraiment le prendre à bras-le-corps. Et on pourrait faire la souveraineté du Québec demain matin, mais si on ne prend pas en charge cet héritage, cette souveraineté va être une coquille sans jambes. Donc, c'est la raison pour laquelle, à la toute fin, je demande à mes concitoyens de regarder en arrière. Les raisons pour faire la souveraineté sont dans notre histoire. Il faut s'en souvenir. Alors, sur cette conclusion qui n'est pas dénuée d'espérance et qui nous rappelle que le passé peut être force de propulsion, Alexandre Poulin, c'était un grand plaisir de vous recevoir pour cette première de la nouvelle saison des Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un désir d'achèvement, réflexion d'un héritier politique aux éditions du Boréal. Alexandre Poulin, merci encore. Merci beaucoup. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.